Back with the remix. These boys are my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is just, Sun came out. I went about to drop. All right, so let's go. Shazam! Salut à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. On se retrouve aujourd'hui un peu au pied levé pour un numéro d'actu, un épisode d'actu, parce que en fait, mercredi 4 juin, on a appris le nom du nouveau coach des Phoenix Suns, et avec une grande surprise, il s'agit de Jordan Hott. Grande surprise, messieurs, parce qu'on s'y attendait quand même énormément quand on a vu que dans le CV des candidats, il y avait 2 mecs qui étaient passés par MSU, dont Jordan Hott. Donc quand il est resté plus que lui dans le cut, on s'est dit ça va être lui à la fin. Finalement, c'est Jordan Hott. Une introduction, mais avant ça, messieurs, bonjour. Greg, Malo, comment vous allez ? Écoutez, ça va bien. Enfin, en bonne qualité, enfin net pour ceux qui sont sur YouTube. mais écoutez, ça va très bien. Ils vont être choqués, je pense, les spectateurs sur YouTube. Il y a des chances. Mais Malo existe vraiment dans l'espace-temps réalité actuel, quoi. C'est pas. Il vient pas d'un multivers où tout est bleu et vert. Non, il existe. Ou alors, vraiment. effectivement, il y a passé du temps et il attendait. Enfin, pour être libéré de son sort, il fallait que les Phoenix Suns engagent un nouveau coach. C'est ça, peut-être. Le revoilà Je suis libéré. C'est ça. C'est beau. Après, à ta décharge, les couleurs de ta précédente webcam étaient tout à fait MSU Spartans. On était vraiment dans cette espèce de dégradé. Je fais au mieux à chaque fois. J'ai senti en toi. Petit maillot de la fac pour représenter. Moi, j'ai pas le maillot de messieurs, mais voilà, maillot de ma fac, c'est quand même un début. Très corporate. C'est ça. À l'image de Matisse Bia, effectivement, on est là pour les copains, on présente la famille et tout, donc ça s'entend. Donc trêve de plaisanterie, quoique, on va quand même bien rire, je pense encore dans ce court numéro, on va revenir un peu sur cette grosse nouvelle là, qui là, mine de rien, va quand même impacter énormément la suite pour les Suns, la saison prochaine déjà dans un premier temps. Combien de temps restera-t-il en place, c'est la grande question, sachant qu'on le rappelle, évidemment, mais depuis son arrivée à la tête de l'équipe, Matisse Bia a déjà viré 3 coachs, Monty Williams à l'été 2023, Frank Vogel à l'été 2024 et à nouveau cette fois-ci Mike Budenholzer à l'été 2025. Donc voilà, qu'en sera-t-il pour Jordan Hott ? Bonne question, grosse question, plein de questions à se poser sur ce profil-là. On l'a dit et on a déjà fait des blagues et on va en faire toute la saison. Il est donc passé par Michigan State, je crois à peu près à la même période où l'ami Matisse Bia y était. Donc c'est un peu ça la ligne de CV qui a été décisive en tout cas on pense dans son recrutement, mais d'une manière générale c'est quand même quelqu'un qui est en NBA depuis un moment, qui a des références et que tu vas nous présenter, Greg, puisque je crois que tu nous as dit que tu avais fait quelques petites recherches sur la question. Je te laisse donc nous dire qui est ce monsieur Jordan Hott. Ouais, c'est un type de 39-40 ans, né en Pennsylvanie, il a fait son université là-bas et il a fait un parcours en gestion du sport dans sa licence à Penn State University, donc PSU. Ensuite, il intègre MSU, donc la fameuse université du Michigan où sont passés Brian Gregory, nouveau GM, et Matisse Bia, entre autres, donc les Spartans, dans laquelle il a fait une spécialisation en administration sportive, donc ça c'est sur son master, et il a également été coordinateur vidéo pour l'équipe masculine de basket. Donc en fait, il a été au cœur du programme de MSU, au cœur du travail avec Tom Izzo, le coach de MSU et des Spartans, et il a réellement participé à, disons, la structure de ce que c'était les Spartans, à la fois en termes sportifs, mais aussi en termes d'administration sportive, puisqu'il était dans cette fac pour étudier ça. Ensuite, il bascule en NBA en 2013, donc sur la saison 2012-2013, et jusqu'à l'été 2016, il est coordinateur vidéo aux Hawks, dans cette magnifique équipe coachée par Mike Budenholzer, notre ancien head coach. Il bascule ensuite de 2016 à 2022 en assistant coach du côté des Brooklyn Nets. Donc, il faut se rappeler que
les Brooklyn Nets à cette époque-là ne sont pas encore ceux qu'on va connaître et respecter avec KD, etc., etc. Ils vont le devenir petit à petit. Il est assistant coach puis coordinateur offensif, donc il s'occupe d'abord notamment des vidéos, et il a travaillé respectivement sous Kenny Atkinson, Jacques Vaughn et Steve Nash. Et ensuite, il débarque à Los Angeles pour 2 saisons, 2022-2023 et 2023-2024. Il est assistant coach pour Darvin Ham, qui par ailleurs est souvent décrié pour son job aux Lakers. Moi, je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais job, honnêtement. Donc, Jordan Hott était un de ses assistants et il était au premier plan justement des assistants de Ham du côté des Lakers. Il était notamment en charge de véhiculer les idées auprès des joueurs, etc., et particulièrement de Anthony Davis et LeBron James. Donc, j'ai lu des reports qui disaient qu'il était souvent celui qui parlait au cadre de l'équipe pour essayer de leur faire comprendre la philosophie et essayer de voir quels étaient leurs retours, etc. Et puis, il était en charge de la stratégie offensive de l'équipe et notamment de la gestion du clutch. Ensuite, il bascule aux Cleveland Cavaliers, donc 2024-2025, saison monstrueuse avec Kenny Atkinson au coaching, puisqu'on est sur la plus belle attaque de la ligue et une des meilleures en plus en termes de, disons, à la fois d'efficacité, de style, etc. et de volume également. Et là, il est clairement coordinateur offensif de l'équipe. Il est le coach principal de l'attaque de Kenny Atkinson et des Cavaliers. Et il est également tout au long de sa carrière responsable de la progression de certains joueurs à l'intérieur de l'équipe et notamment la saison dernière. Les reports que j'ai lus nous disent qu'il a été particulièrement en charge du développement à la fois de Darius Garland et de Evan Mobley dans l'attaque des Cavs. Et on peut dire pour le coup que ça a été de 2 réelles réussites. Son nom avait été cité, si je ne me trompe pas, aussi pour rejoindre les Charlotte Hornets avant que Charles Lee s'en occupe. Et il débarque donc aux Suns, auréolé d'un CV qui, somme toute, est plutôt attirant. Très honnêtement, moi, je trouve que c'est un sacré CV. Je trouve que c'est un CV qui est vraiment bon. C'est un coach qui a un bilan d'assistant de à peu près à 50-50. Il y a quand même à peu près entre 700 et 750 matchs de NBA avec lui sur un banc qui se sont déroulés. Donc, c'est quand même un assistant coach expérimenté qui mérite d'avoir un poste de head coach vu la carrière qu'il a. Et il a connu globalement dans sa carrière, qui s'étend donc sur un span de quasiment 10 ans, 8 ans pour être précis, il a connu une majorité de saisons entre 35 et 45 victoires, 2 saisons en dessous des 30 victoires et une seule saison en dessous des 50 victoires. C'est la saison dernière avec les Cavs. Donc on est sur un coach qui est habitué au marasme, et parce qu'à mon avis, c'est ce vers quoi on se dirige l'an prochain, hein, clairement, on verra. On en rediscutera à la rentrée. Mais on vise le titre, Greg. Ouais, on vise le titre de ouf, ouais. On vise le titre de plus gros bonnet de l'intersaison, mais on en reparlera. mais voilà tout ce que je peux dire sur Jordan Hott. Désolé pour ce tunnel, mais il fallait qu'on commence par ça, parce qu'au-delà d'être un mec de MSU, c'est aussi un mec qui a un vrai CV. Ouais, tout à fait, clairement, ce qui était important dans cette introduction là, et encore une fois, il y a pas de problème parce qu'on avait besoin d'avoir tous ces éléments là en tête. Je pense que nos auditeurs aussi sont contents, ceux qui sont pas encore renseignés sur son parcours. Et effectivement, le premier truc qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de références qui justifient le fait qu'il soit pareil. Il avait fait partie de discussions précédentes dans des postes de head coach qui sont libérés en NBA depuis quelques années. Il y a une logique à voir Jordan Hott obtenir un poste de head coach en NBA qui est beaucoup plus opérante que pour le précédent recrutement des Suns, celui de Brian Gregory au poste de GM, où là on pouvait se dire ok, à part MSU le gars, qu'est-ce qu'il a à dire, enfin je veux dire, voilà, il a pas d'expérience au NBA, il a pas d'expérience en mode general manager. Là on est sur quelqu'un qui effectivement est dans les coaching staff de NBA depuis des années et qui a ne serait-ce que ça à faire valoir. Sur les éléments qu'a donné Greg, Malo, toi comment tu vois un peu ce profil là, ce coach qui arrive aux Suns? Il y a de belles promesses, et comme tu l'as dit, le recrutement s'explique et semble plutôt logique. En tout cas, il y a des raisons qui expliquent ce recrutement. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a touché à plusieurs postes, notamment en NBA du coup, que ce soit la vidéo, notamment le fait de gérer les attaques aussi, gérer un peu les relations entre, on va dire, les joueurs et le coaching staff entre guillemets.
tout cas de la bonne compréhension des systèmes, notamment offensifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Je pense notamment avec des joueurs comme Kevin Booker, peut-être Kevin Durant et Bradley Beal, qui sont des joueurs qui sont pas forcément faciles à coacher dans le sens où ils aiment bien rester dans le type de jeu qui leur correspond, qui leur plaît et qui font depuis 10 années, on va dire en moyenne, pour ces trois gars-là. Donc c'est vrai que ça c'est important d'avoir cette expérience notamment auprès d'énormes stars, comme notamment son passage aux Lakers, mais même l'année passée où des joueurs, on va dire d'un calibre en dessous, mais quand même très performants, et les joueurs stars de l'équipe qu'il a fait avec Cleveland, avec Mobley Garland notamment. Donc voilà, ce rôle-là est très important parce que voilà, nouveau coach NBA, ça c'est bien, c'était quelque chose qui avait été annoncé depuis quelques temps et qui était, je pense, la philosophie à avoir. Après voilà, deux trois coachs, notamment les deux derniers ou un peu plus âgés de l'ancienne école, on va dire. Même si Bud apparaissait quand même un petit peu de renouveau, là voilà, c'est totalement un visage beaucoup plus jeune, la quarantaine, comme tu l'as dit Greg. Donc ouais, c'est un profil que j'aime bien, qui a été en plus, voilà, le processus de recrutement a quand même été important, là où pour le GM, comme tu parlais tout à l'heure, il y avait quand même ce côté où tu dis ouais, le mec arrive là comme ça, là il y a quand même eu un processus, il y avait 10 candidats, il y a eu 4 5 6 étapes de recrutement, des entretiens, des machins, des trucs, des rencontres avec les joueurs, surtout Devin Booker. Donc voilà, je pense que c'est un peu une décision qui a été partagée par plusieurs membres et des avis différents à des postes différents, que ce soit les joueurs, le staff, la direction, des opinions qui sont totalement différentes et qui semblent avoir fait l'unanimité en tout cas. Donc voilà, c'est un profil que j'ai hâte de voir. J'avoue que je connais pas non plus très très bien le personnage, ses idées de jeu, tout ça. Je peux pas parler trop de ça, mais parce que voilà, il a jamais été non plus coach. J'ai regardé vite fait, même à la fac ou quoi. Donc on peut pas dire qu'il a vraiment un style de jeu bien défini ou quoi, mais qui semble avoir ce côté touche à tout avec notamment des coachs différents. Des Kenny Atkinson, des Budenholzer, des Ham qui sont quand même des pointures de coaching, donc ça, en tout cas des têtes importantes. Donc ouais, il y a quand même pas mal d'espoir, on va dire, et des raisons qui font que on va personnellement en tout cas envie de suivre ce qu'il va donner, et j'y crois au projet, même si c'est pas du tout un changement de coach qui va tout changer, quoi. Non, 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 en effet, mais par contre, t'as raison, il y a une question de profil, de matcher. Greg a un peu aussi introduit ça tout à l'heure. Je vais te rendre la parole juste après, Greg, pour savoir ton avis, toi, sur cette signature plus globalement, au-delà de juste la question du CV. Juste avant ça, moi, il y avait 2-3 trucs, effectivement, notamment dans ce que t'as dit et dans ce que j'ai pu voir aussi sur Internet, sur le profil et sur le parcours de Jordan Hunt que j'ai relevé, qui sont plutôt intéressants de mon point de vue. Encore une fois, ce que tu dis est très vrai, Greg. Malo, pardon, c'est qu'on n'a pas vraiment de toute façon de cadre de référence. On peut pas se baser sur quoi que ce soit. Effectivement, même s'il avait été head coach en NCAA, c'est tellement différent de la NBA à plein d'égards que voilà, ça aurait été difficile de vraiment se faire une idée. Donc effectivement, on ne peut pas partir avec des certitudes. Par contre, on a quelques petits indices, quelques petits éléments qui peuvent nous orienter, on va dire, dans une direction, nous en tant que fan, en se disant ça peut être intéressant, ça peut être bon. Voilà. Et typiquement, l'un des trucs que je retiens de son parcours, c'est que Kenny Atkinson est venu le rechercher aux Lakers une fois qu'il a eu donc les coups des franches à Cleveland, et qui a un côté là-dessus qui est assez intéressant, qui correspond un peu au type de staff qu'on voit beaucoup en NBA, c'est-à-dire que les mecs ont leurs hommes de confiance, avec qui ils savent que ça fonctionne bien, à qui ils savent qu'ils vont pouvoir donner de grosses responsabilités, on va dire. Et je pense que ça va un peu avec ce que tu disais, Greg, tout à l'heure, c'est-à-dire que il est venu le chercher aux Lakers en disant ok, toi tu vas t'occuper de notre fond de jeu offensif, on va dire, et tu vas gérer 2-3 trucs. En fait voilà, il y avait vraiment un côté, il lui faisait une confiance absolue. Donc pour avoir bossé avec lui pendant 2016, donc je sais pas si ça fait 2 ou 3 ans, peut-être 3 ans de Kenny Atkinson aux Nets avec lui. Donc c'est vraiment intéressant ce côté relation de confiance. Tu te dis bon, le mec sur la durée, c'est qu'il est vraiment il apporte quelque chose, tu vois, pour qu'on vienne le rechercher 5 ans après en disant attends, il y avait qui dans mon staff, mais lui je l'aime bien et tout, je vais le récupérer, quoi. Donc ce côté-là est intéressant, d'autant plus si on couple ça à l'excellente saison régulière réussie par Cleveland l'année dernière, notamment sur le côté offensif, puisqu'on rappelle que c'était la meilleure attaque de NBA la saison dernière avec un offensive rating, j'ai noté là, donc ouais, au-dessus de 120 à 121.
Donc sur l'ensemble de la saison, c'est une équipe qui a vraiment envoyé du bois en attaque toute l'année. Quand bien même le casting est pas non plus, enfin voilà, sur le papier, c'est pas l'équipe la plus folle offensive qui soit, malgré le duo Garland-Mitchell quand même sur le backcourt qui est quand même très très intéressant du point de vue offensif. Mais voilà, il y a vraiment un côté, il a réussi à maximiser un peu les apports des différents joueurs, à faire progresser, tu l'as dit aussi, Evan Mobley, de ce côté-là du terrain. Donc il y a vraiment cet aspect-là, on va dire, est quand même assez intéressant. D'autant plus, et c'est mon troisième point, que pour moi ça rejoint toutes les questionnements qu'on a eu nous depuis quelques mois déjà sur sur quel type de coach il faudrait pour les Suns pour maximiser un peu soit l'effectif qu'on a, soit une perspective un peu de reconstruction, retooling autour de Booker et tout. Et de ce point de vue-là, ça peut être assez intéressant de se dire c'est un mec qui arrive avec des idées qui fonctionnent dans la NBA actuelle, avec une méthode qui a l'air de porter ses fruits pour peu, et là je vais finir là-dessus, pour peu qu'il ait la validation, on va dire, de ses joueurs. Le côté qui me rassure pas, mais bon, ça, de toute façon, voilà, c'est quand t'as dit tout à l'heure que aux Lakers, il était pas mal chargé de gérer, voilà, les relations avec les joueurs stars de l'équipe et tout machin, voilà. Le fait est qu'on a bien vu, et on va croiser les doigts pour obtenir quelque chose d'intéressant de KD cet été, et pour ne plus avoir Bill dans l'effectif à la reprise, mais on a bien vu que c'était un des trucs qui bloquait beaucoup dans le fonctionnement des Suns, notamment cette saison, mais c'était aussi vrai la saison dernière, c'est-à-dire le côté un peu, j'ai tout vu, je sais tout, tu vas pas apprendre la vie de nos joueurs stars qui sont très réticents, on va dire, à rentrer dans un moule qui n'est pas celui qui leur correspond en termes de confort, quoi. Moi, ce côté-là m'inquiète toujours autant. Je veux dire, pour moi, Jordan Hott a pas plus de choses à apporter que des mecs qui ont justement du bagage en NBA par rapport à ça. Donc la question de gestion des égos, bon courage, d'autant plus si KD reste dans l'effectif. Je pense que ça va être très compliqué. Après, sur le papier, et vraiment là on reste sur le papier, moi je suis assez satisfait dans le sens où effectivement ça correspond vraiment à ce que j'appelle de mes vœux depuis plusieurs mois maintenant, d'un vent de fraîcheur un peu, et de ce profil-là de assistant calé dans l'ombre qui depuis des années connaît à la musique et essaye de passer un cap supérieur. Dans le meilleur des cas, on l'a dit, hein, ça donne les Joe Mazzulla, les Marc Degnaud. Dans le pire des cas, ça donne quoi? Il y a qui a sauté? Darvin Ham, mais bon finalement c'était pas si pire que ça. Il y avait le mec qui était, j'ai déjà oublié son blaze, à Portland là pendant quelques mois et qui a complètement oui, non, mais il y avait Wesson Junior, etc., ce genre de gars. Oui, il y a eu Wesson Junior aussi et tout machin. Mais en même temps, bon, t'es pas aidé non plus quand tu t'arrives aux Wizards à l'époque, c'est la catastrophe. Oui, mais j'ai envie de te dire, Greg, t'es pas aidé aujourd'hui quand t'arrives aux Suns. Donc il y a un peu cette question-là. Donc vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est le cas pour n'importe quel coach qui arriverait dans l'équipe. Oui, c'est clair. C'est ça, on l'a répété dans le dernier numéro. Tu mets Prime Popovich là avec les Suns, bon courage à lui aussi, hein, effectivement. Ouais, absolument. Ça, effectivement, c'est un truc qu'on ne mettra pas au débit de Jordan quoi qu'il arrive. Ça va être compliqué, quoi. Ça c'est sûr. De toute façon. Le truc, c'est que on a quand même deux informations sur cet effectif, justement. Trois même. La première, c'est que les Suns n'auraient aucune envie de repartir avec Bradley Beal en début de saison et qui sont en ce moment même, je vais y arriver, en train de travailler sur un buyout. Donc, ça, c'est une info d'un insider des Suns. Donc, oui, c'est quoi la source de ça? La source, c'est un insider qui généralement donne plutôt des bons trucs. Alors, j'ai pas envie de donner son nom parce qu'il vote pour des gens qui sont pas cool, donc j'ai pas envie de lui faire de la promo. Mais voilà. Donc, la source, mais il est bien placé. Mais ce salopard est bien placé. Donc voilà. Donc bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Kevin Durant serait également sur le départ, que lui, il est motivé à partir et que vraisemblablement, la destination de son choix, ce serait les Spurs et que les Suns et Spurs sont en train de discuter, que les Suns sont aussi en train de discuter avec les Rockets et que les Suns sont tellement prêts à voir Kevin Durant partir qu'ils baissent leurs attentes de contrepartie dans les deals, soit avec les Rockets, soit avec les Spurs, ou n'importe quelle autre équipe NBA. Ça, c'est la deuxième information. Et c'est aussi en cours. Et on peut même s'attendre, pour aller au bout de l'information, à un trade le soir de la draft. Donc, 25 juin. OK ? Là, il nous faut patienter 20 jours. OK ? Ensuite, la troisième information, qui est pour moi veut dire deux choses, c'est que Devin Booker a participé aux derniers entretiens et a rencontré 2 fois, notamment Jordan Hott.
et que à chaque fois, ils ont discuté de ce qu'ils voulaient faire sur le terrain, de ce que Devin Booker avait envie aussi de faire sur le terrain, et de la vision générale de l'attaque, des dispositions tactiques, etc., etc. Jordan Howard est connu pour être un méticuleux et scrupuleux analyste statistique, de faire ses décisions en fonction notamment des données d'efficacité, etc., etc. Tout ça, c'est un mathématicien au même titre que Budenholzer. Il a appris à l'école Budenholzer et comme Eric Spoelstra, il vient de l'analyse vidéo, donc c'est clairement quelqu'un qui connaît le jeu et qui a envie de le rationaliser, comme ces deux coachs très référencés. Et je pense que l'effectif la saison prochaine sera suffisamment renouvelé pour que Jordan Howard n'ait pas les problèmes que Mike Budenholzer et que Frank Vogel ont eu les 2 dernières saisons, notamment parce que Kevin Durant et Bradley Beal et Devin Booker ont été insupportables dans les vestiaires, en plus du fait que les coachs ne soient pas compétents, ce qui vraiment nous a mené à ce dont on sait et dont on a parlé en long et en large. Le dernier point que je voudrais dire, c'est sur l'information de Devin Booker qui assiste au recrutement du coach. Pour moi, ça veut dire un truc très clair et très simple. C'est que Matibia et Brian Gregory, ils ont dit « Frérot, pendant 2 saisons, avec tes potes dans le vestiaire, tu nous as mis un sbul pas possible, t'étais pas content des coachs, t'as fait la princesse avec Kevin Durant, avec Bradley Beal, avec tous les autres, etc. Là, tu viens aux entretiens, si t'es pas content, qu'est-ce qui va arriver ? Si t'es pas content, alors que t'as aidé à choisir le coach, qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qu'on va faire avec toi ? Et ça, c'est une info qui croustille. C'était tellement pas le mot que j'attendais. Moi non plus, mais c'est celui qui est sorti. C'est celui qui est je trouve qu'il correspond. Bah, après, oui et non, dans le sens où dans les reports, alors effectivement, il n'avait pas assisté, enfin je sais pas d'ailleurs, peut-être qu'il a assisté aux derniers entretiens, il y a participé, mais en tout cas, que ce soit lui et KD, ils avaient été aussi associés au choix des précédents coachs. Je veux dire, il y avait eu une consultation en amont du front office et de Matisse Bia de ces 2 joueurs stars sur le profil du coach. Que voilà, je veux dire, à chaque fois, les coachs qui sont arrivés, que ce soit Vogel ou Budenholzer, c'est des mecs qui, KD et Booker, ils étaient d'accord, ils étaient pas en mode non, on veut pas lui, mais bon, tu le prends quand même, bon, ok, on va voir. Non, ils étaient vraiment partants dans le truc. Et il y a aussi cette notion dans l'ère HBA. Vas-y. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais juste pour te couper une seconde, je pense qu'il y a une différence entre donner son accord sur un nom et différentes descriptions qu'on peut te donner et participer activement à un entretien où tu parles à la personne, tu captes ses vibrations, tu captes son esprit, etc. Tu vois comment elle s'adresse à toi en tant que franchise player. Je pense que c'est différent. Pense d'ailleurs même que, moi j'aurais aimé que Devin Booker soit partie prenante des décisions du coaching, des décisions quant au recrutement du coaching sur les saisons précédentes, parce que je pense que ça nous aurait partiellement évité des problèmes. Peut-être dans une certaine mesure, mais je pense que le point le plus important, c'est celui que tu as dit au début, donc dans la fin de ton intervention précédente, dans le sens où là, il est vraiment en position de responsabilité par rapport à ça. Le truc a été médiatisé, c'est-à-dire Devin Booker a été a fait partie de ces entretiens-là, et effectivement, du coup, ça lui met une pression aussi par rapport à ça, et je pense que c'est le truc principal à retenir de tout ça, quoi. Enfin, de la présence de Devin Booker à ces Oui, évidemment, je fais le comédien à dire que c'est une info qui croustille, mais évidemment, si au bout de 3 mois, il y a une engueulade entre Jordan Howard et Devin Booker, je pense pas que le front office décide de trader Devin Booker. Non, ce serait fou. Mais par contre, si l'été prochain, ça se passe encore pas bien avec Devin Booker, je pense qu'ils vont clairement se poser la question. En tout cas, oui, il y aura des interrogations. C'est ça. Et ne serait-ce que effectivement se poser la question de la légitimité de Booker par rapport à ça, effectivement, dans le sens où là, il y a un peu un côté, on te donne vraiment les clés, on vient avec nous dans le front office, on va faire les choix ensemble. Effectivement, qu'est-ce qu'il te faut de plus, quoi. Il y a vraiment cette dimension-là. Effectivement, c'est assez intéressant. Alors peut-être pour continuer, on va pas être très très long non plus parce qu'on n'a pas énormément de choses à dire, comme vous l'aurez compris. Pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir vraiment juger si la signature de Jordan Howard est une bonne nouvelle ou pas. Peut-être, t'avais proposé, Greg, sur notre petite discussion FC Soleil là, à nos camarades de nous poser des questions. Il y a 2-3 questions qui ont été posées, notamment par l'ami Théo, à qui on souhaite un bon établissement. Il a eu cette rupture du tendon d'Achille là qui fait vraiment chier. Donc bref, nous nous écartons. En tout cas, voilà, grosse pensée, gros big up Théo. Et la question qu'il posait, la première question qu'il posait, il disait, moi je préfère qu'on donne la chance à un nouveau en tant que head coach plutôt que de chercher des bons mecs sur le papier qui ne font rien au bout du compte, donc les Vogel, Bud. Et il nous demandait ce que nous on en pensait. Alors d'une certaine manière, on a un peu, moi j'ai déjà un peu répondu à ça. Toi, Malo, qu'est-ce que tu penses de cette logique de sans frais
dans le coaching par rapport effectivement à des mecs qui ont des CV étincelants, mais qui finalement vivent un peu sur leurs acquis, quoi. Ouais, c'est typiquement la dernière phrase que t'as dit. Je pense que c'est une bonne chose dans le sens où t'as essayé 2 fois, que ça a pas marché. La dernière, enfin, même Monty Williams où voilà, il apportait déjà quelque chose un peu de nouveau et tout, ça s'est bien passé. Puis ça a semblé craquer dans le vestiaire. Donc voilà, là, t'as essayé 2 fois avec des coachs acquis qui ont prouvé maintes et maintes fois en NBA. Donc bah ouais, la solution logique, c'est d'aller voir quelqu'un de nouveau qui va porter pas forcément des idées neuves, pardon, mais peut-être dans la façon de les donner, de les dire, de faire vivre le groupe, tout ça, c'est quelque chose, je pense, qui va changer nettement, et c'est peut-être plus ce côté-là qui va être important à suivre et qui peut peut-être plus toucher, notamment Devin Booker ou le reste de l'équipe. C'est ouais, ce côté de plus la manière de se comporter, d'être et de comment en fait les informations sont données. Peut-être que voilà, avec Vogel et Budenholzer, c'était peut-être un peu dans le côté un peu à l'ancienne, voilà, typiquement réunion, si autour d'une table on va parler de ça, je te montre ça. Là où on voit que de plus en plus c'est dans beaucoup plus de sports que le basket, enfin où c'est vraiment des trucs beaucoup plus, on va dire, dans l'humain, mais dans le sens ça va plus être avec des sorties ou des choses comme ça, enfin des nouvelles méthodes, on va dire, d'enseignement qui peuvent peut-être plus correspondre à Devin Booker et ses coéquipiers. Donc c'est un pari à tester qui en est un oui et non, dans le sens où t'as pas non plus grand chose à perdre en fait. Jordan Hot Maintenant, oui, t'as raison. Jordan Hot tout à gagner parce que il s'offre peut-être une carrière de coach en NBA, et si ça se passe mal, il aura le préjudice que il est dans une équipe très bourbier. Donc voilà, il a tout à gagner. Les joueurs, enfin, je pense que ça peut être une bonne décision, et que c'est surtout au vu des candidats, on va dire expérimentés, d'expérience qui étaient sur le marché, ça donnait pas forcément très envie. Donc voilà, tourner totalement vers une nouvelle page, et avec des avis, des choses qui peuvent montrer, et qui peuvent qui peuvent montrer du positif et donner de l'espoir, quoi. Ouais, clairement. T'es d'accord avec ça, Greg? Oui, moi je suis d'accord avec ça, évidemment. Je pense que il était temps. On l'a appelé de nos voeux déjà la saison dernière. Donc oui, évidemment, moi je lorgnais sur Jordi Fernandez, on lorgnait sur Charles Lee, etc. Ces gars, ils ont été embauchés, et nous on a pris Mike Budenholzer. On s'en est consolé parce qu'à l'époque encore, on avait quelques espoirs sur cet effectif, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, et on embrasse plutôt une période de Valley Hoop plus critique. Peut-être pas pessimiste, mais en tout cas critique. Donc oui, moi j'accompagne ça. Moi, mon problème principal sur ce recrutement, c'est pas Jordan Hot, c'est pas les noms, etc. C'est le cinéma, quoi. C'est le cirque incommensurable qu'on nous a servi pendant des semaines, mais une télé-réalité pas possible, à nous dire on va rencontrer 64 coachs différents. Tout le monde veut bosser pour les Suns. Vous allez voir, il y a des grands noms, il y a des petits noms, c'est génial, etc. Machin. Ils nous ont envoyé des Fitzdale, ils nous ont envoyé des Johnny O'Brien, ils nous ont envoyé des Chris Quinn, assistant du 8, etc. Moi, c'était clairement mon favori, parce qu'on est encore là aussi sur un assistant de très longue date dans une franchise qui a une vraie culture. Et pour le coup, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui aux Suns, chez les joueurs, dans le front office, dans le coaching staff, c'est une culture. Chris Quinn avait ça à offrir. Malheureusement, il a pas fait la finale. Et qui fait la finale? Des gars de MSU comme grand hasard, etc. La machination, pas possible. Mais ça, vraiment, moi, ce spectacle, ça m'a vraiment cassé la tête. Juste, je te coupe, Greg. L'autre élément, pareil, un peu croustillant et un peu, genre, c'était gros comme une maison, et c'est vraiment, c'est un peu petit, mais c'est que les deux finalistes donc étaient assistants du côté de Cleveland, et qui est le président de Cleveland, qui n'a pas intérêt à ce qu'il y ait deux assistants en course, machin. Le pire ennemi de Matisse Bia, je ne sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, le président de Cleveland, quoi, mais voilà, effectivement il y a vraiment le pire ennemi en business, hein. En business, oui, ça n'a rien à voir avec le basket, ça n'a rien à voir avec le basket, c'est juste son rival de business. Ils sont l'un contre l'autre depuis des années et tout, et donc il y a un truc autour de ça qui s'est joué dans toute cette mise en scène, qui
qui est effectivement assez, du point de vue du fan, un peu pathétique. T'as l'impression vraiment effectivement du milliardaire qui joue avec ses jouets, qui fait je t'ai bien eu et tout. Enfin, franchement, ça c'est vrai que tout ce côté-là est un peu ridicule. Je suis désolé. Non, mais c'est des caprices c'est des caprices d'enfants riches qui veulent se piquer les baby Rolex. C'est ridicule. Vraiment, c'est absolument ridicule. Donc moi, ça vraiment, ça m'a saoulé. De toute manière, ce front office et ce propriétaire, on a bien compris que Chevalier Hoop, ils nous ont bien saoulé. Donc Jordan Hott, malheureusement, arrive avec sur lui cette espèce de graisse de tout ce qui nous a saoulé dans le choix du front office tout au long de ce process de recrutement. Mais tout aussi bien, ça va très bien se passer. Et moi, finalement, je lui souhaite parce que il a le profil du mec qu'on appelle de nos voeux depuis une saison et demie au minimum. Donc, tant mieux qu'il soit là. On va continuer à cracher sur le front office et sur le propriétaire tant que ça fera des dingueries. Maintenant, il va falloir quand même bosser cet été parce qu'il y a des dossiers. Hein. Il y a des dossiers de zinzin. Il y a des dossiers de zinzin à Phoenix. Carrément. Donc, du coup, pour finir, il y avait 2 autres questions, mais je vais les lier parce que pour moi, elles sont vraiment liées. Et d'ailleurs, je vais commencer par répondre et vous verrez que pour moi, elles sont complètement liées. Donc, l'autre question de Théo, on va peut-être commencer même par la question de Pax qui nous demande comment pourrait être le fit entre Jordan Hott et l'équipe. Et la question de Théo, c'était ce move qui paraît donc un move local rapport à MSU. Est-ce que finalement ça, avec le fait en plus que Booker a été inclus dans le processus, on n'est pas sur l'amorce d'une nouvelle ère pour les Suns. Du coup, pourquoi pour moi les 2 questions sont liées sont le fit, ça va tellement dépendre du matériel qu'il va avoir sous la main, du type d'équipe qu'il va avoir à disposition, du type de roster, et donc ça va dépendre des moves qui vont être faits cet été. Mais en gros, on peut partir du principe que si il est avec le même effectif que cette année, ou un effectif à peu près similaire, c'est-à-dire en tout cas toujours les trois joueurs à 50 millions et des role players à côté qui sont pas forcément bien attifés et tout machin au niveau de la construction de l'effectif, de toute façon le fit il pourra difficilement être bon, c'est-à-dire qu'il va se démerder avec ce qu'il peut comme on fait ceux avant. Il est possible qu'il fasse mieux que les mecs précédents, mais je veux dire de toute façon ça va être compliqué d'avoir un bon fit avec un effectif aussi mal taillé quoi. Si en revanche, et effectivement c'est là qu'on en vient à la deuxième question, on commence à amorcer cette reconstruction cet été avec des moves qui nous lancent vers là, donc on va le voir là d'ici sans doute quelques semaines si on arrive à bouger sur la draft par exemple. Pour moi, il y a cette notion effectivement de fit qui va rentrer en compte. Il y a cette notion de justement jeunesse du coach, donc j'ai regardé, je crois que oui, il a à peu près 40 ans, et jeunesse de l'effectif, nouvelles idées, nouveaux projets et tout. Donc pour moi, ça peut tout à fait c'est-à-dire la réponse à la première question peut être tout à fait oui, et la réponse à la deuxième question peut être très bon, dans le cas de figure où effectivement on part sur quelque chose d'autre. Si c'est pour faire la même chose avec toujours le même objectif complètement délirant de oui non mais on va gagner le titre avec ce trio, vous inquiétez pas et tout machin, je vois pas où ça nous mène et ce sera toujours la même chose. En fait, c'est juste Jordan Hott va devoir se démerder et écoper quoi pendant toute une année, et à la fin de la saison on dira ah bah il a eu des sales résultats, bye bye Jordan Hott. Si on commence à amorcer cette reconstruction, je suis à peu près persuadé, vu son profil, qu'il peut être l'homme de la situation. Encore une fois, il y a énormément de points d'interrogation autour de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Greg, tiens, là-dessus. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que tu viens de dire. En toute honnêteté, je crois que tu as tout bien résumé, tu as tout bien répondu. Il va y avoir des moves aux Suns. L'équipe doit être restructurée. Moi, je suis pour un vidage quasi intégral de l'effectif. On garde les 2 rookies, on garde Devin Booker, on garde Nick Richards pour que ce soit le backup pivot. Et qui a encore, on garde Colin Gillespie, Ryan Dunn, éventuellement Cody Martin qui coûte pas si cher. Cody Martin parce que ça coûte pas cher. Et après, Royce O'Neal, Grayson Allen, merci pour les travaux, au revoir. Kevin Durant, merci pour les travaux, au revoir. Bradley Beal, on cut, on dégage. On se débrouille. De toute manière, c'est Jean-Claude milliardaire qui va payer l'addition, donc il se débrouille. Et puis voilà, non, mais il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit. Oui, il va y avoir une restructuration de l'effectif. En tout cas, s'il n'y a pas une restructuration de l'effectif, les gars, on va faire un épisode tous les 6 mois dans Valais ou pas, parce que personne ne va vouloir enregistrer. Hein. On va plus dire surtout, on va dire la même chose. C'est ça, on va upload tous les 6 mois et il passera. La solution, c'est dans ce cas de faire que des trucs fantasy. Effectivement, on part complètement de l'actualité. Démerdez-vous avec votre équipe de merde et nous on fait notre truc dans notre Touquet, quoi. Ouais, c'est ça, on peut complètement faire une saison Touquet avec les Suns si jamais ça se passe mal. Donc on va tous les matchs et tout. Est-ce que t'es d'accord avec ça, avec ce constat, on va dire, et est-ce que totalement.
ça va dépendre surtout dans les prochaines semaines parce que ça a l'air de vouloir se décider avant la draft, notamment pour Kevin Durant. Donc ça dépendra de ce qui se passe dans les prochaines semaines et notamment du trade de Kevin Durant qui devrait se faire, mais aussi dans on va dire, quelle mesure il se fait, dans quelle vision il se fait. Nous, on a, voilà, il peut plus recroiser la grille. Mais on a fait voilà l'épisode de trade un petit peu fantasy, mais pas vraiment non plus au dernier épisode. Et en fait, on avait cette vision un peu reconstruire avec des joueurs un peu jeunes, potentiellement à développer, et qui surtout nous laissent une flexibilité dans 1 ou 2 ans, notamment avec aussi retrouver nos pics de draft, ou en tout cas retrouver des pics de draft, ce qui semble des informations qui sortent aussi ces derniers temps. Après, est-ce que c'est pour me faire monter les enchères, est-ce que c'est pour on va dire orienter le marché? Ça, on peut pas savoir. On pourra savoir que quand le truc se fera, en fait. Donc c'est ça. Est-ce que voilà, nous en tout cas nous trois, je pense que la plupart des fans des Suns ont un peu cette vision de reconstruire avec des joueurs à potentiel qui sont quand même un peu déjà prêts à faire des choses maintenant et à leur donner des responsabilités, mais qui peuvent dans 2-3 ans dans un moyen long terme, dans une vision moyen long terme, d'apporter à cette équipe, de construire quelque chose. Est-ce que c'est ce qui va être fait, ou c'est on va recruter un joueur qui un ou 2 joueurs qui sont, on va dire, un peu dans leurs 2-3 dernières années? C'est possible aussi, en fait. Et là, c'est comme on a dit tout à l'heure, on se retrouve tous les 6 mois, on enregistre on enregistre un épisode, on le replay tous les 3 mois, et puis voilà, on joue. C'est ce qui sera à voir. Je pense qu'on aura la réponse dans quelques semaines, et voilà, si c'est Karl Anthony Towns, tant mieux. Si c'est pas Karl Anthony Towns, tant pis. C'est un peu ce que j'ai envie de dire, mais Le lobbying a commencé. Ah oui. Mais blague à part, ça dépendra déjà des mouvements, notamment autour de Kevin Durant. Bradley Beal, je pense que de toute façon, c'est soit il est plus là, soit il est là, il joue pas. Ça dirige vers un truc comme ça, mais du coup, il serait plus là logiquement. Mais on récupérerait rien en échange à part de la place dans le salary cap, quoi. Donc ouais, ça dépendra des actions qui vont être menées dans les prochains jours, prochaines semaines. Et c'est là où on pourra envisager des choses avec ce nouveau coach, avec ce Jordan Hott, de donner des attentes, des objectifs et essayer d'avoir une vision, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est un tout petit peu moins dans le flou. Ouais, on sait qui va nous guider, mais on sait toujours pas vers où. Donc, c'est ça. On sait le capitaine, mais on sait toujours pas le bateau, quoi. Donc, c'est ça, la direction du bateau, elle reste. C'est ça, t'as l'air sympa, mais le bateau, on est toujours pas bord, quoi. Donc, c'est compliqué. De toute façon, on l'avait dit, ça pareil, on envoie nos auditeurs vers nos précédentes émissions. Il y a beaucoup de chantiers en cours, il y a beaucoup de nœuds, beaucoup de flou, beaucoup d'éléments d'incertitude, quoi, tout simplement. Et effectivement, le coach en était un, mais ça ne résout pas du tout. Je crois même qu'on a dit texto, je sais plus qui l'a dit, machin, mais de toute façon, quel que soit le coach qui soit choisi là, les vrais chantiers sont après, et de toute façon il ne pourra rien faire si l'effectif qui lui est donné est comparable à celui qu'on a eu la saison dernière. Enfin, cette saison, c'est encore la saison, elle est encore en cours. Voilà, messieurs, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter sur Jordan Hott en attendant la suite? Non, on verra bien ce qu'il aura dans sa hotte. Oui, c'est beau. Fallait la faire. Elle est Hotze. Elle est Hotze. Ouais, je sais pas si t'as vu, mais l'ami Bastien de Trash Talk en a fait une bonne tout à l'heure en réponse à un de tes tweets. Donc voilà. Donc effectivement, oui, on va bien s'amuser avec Jordan Hott. Enfin, en tout cas, on l'espère. Et de toute façon, on se retrouvera très bientôt pour discuter de la suite. Sans doute sur l'actu s'il y a des gros trucs qui tombent. Également, on prépare toujours un peu. C'est pour l'instant en prévision, mais nos petits formats spéciaux de l'été. Messieurs, en tout cas, merci pour ce court podcast de présentation du nouveau coach des Suns, et à très bientôt dans Valley Hoop, tout simplement. À plus. Bye.